Bienvenue sur Coopération, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes de la direction de la coopération de sécurité et de défense. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Lieutenant-colonel Romain. Capitaine de frégate Jean-Baptiste. Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à former, soutenir et accompagner des dizaines de pays partenaires, faisant de la DCSD un outil privilégié de la politique diplomatique française. Que ce soit en accueillant nos partenaires sur le sol français, en enseignant notre langue aux quatre coins du monde ou en intervenant directement sur le terrain. Leurs missions sont vastes et essentielles dans un monde en perpétuelle évolution. Je suis l'adjointe au chef de la mission Monde. J'adore, ça fait très James Bond. Des confins de l'Afrique aux horizons lointains de l'Asie, de la direction centrale jusqu'aux forêts d'Équateur, nous vous emmènerons dans un voyage sonore à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'action internationale de la France. Votre poste aujourd'hui, il consiste en quoi ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coopération, le podcast de la direction de la coopération de sécurité et de défense. Alors aujourd'hui, c'est le coopérant qui est venu jusqu'à nous, jusqu'à la direction centrale à Paris. Il a quitté le soleil du Maroc pour venir sous une grisaille assez moyenne parisienne. Il fait presque beau aujourd'hui. Et donc je suis aujourd'hui avec le commandant Romaric. Mon commandant, bonjour. Bonjour, et comme vous introduisez avec des données météorologiques, je dois m'excuser de ne pas avoir ramené le soleil marocain dans mes valises, parce qu'effectivement, il fait pas très beau à Paris. Bon, je crois qu'en plus vous y retournez assez rapidement, donc pour vous tout va bien. Tout va bien. Alors, écoutez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et parler de la coopération au Maroc, qui est un élément aujourd'hui important du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et pour commencer, moi, ce que je vous propose, vous êtes aujourd'hui donc en poste à Rabat. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur votre parcours jusqu'à cette fonction du chef du DACSD au Maroc. On verra ça dans le détail, vous allez nous l'expliquer juste après. Eh ben, j'ai commencé mon parcours militaire sous l'égide de la réserve, puisque je me suis engagé pendant mes études au 27e bataillon de chasseurs alpins en tant que réserviste. Et ensuite, j'ai choisi la gendarmerie nationale, où j'ai fait mes premiers pas en gendarmerie départementale, qui est le niveau le plus opérationnel pour le corps auquel j'appartiens, le corps des officiers du corps technique administratif de la gendarmerie nationale. Après une première séquence professionnelle, j'ai donc rejoint le GIGN en tant que chef du bureau des ressources humaines, et où j'ai vécu 4 années assez atypiques, ce qui m'a amené par la suite à rejoindre le détachement d'appui de la coopération de sécurité et de défense à Rabat, au sein de la direction de la coopération de sécurité et de défense. Moi justement, vous en parlez à l'instant, vous avez après dans votre cursus un parcours très cœur de métier ressources humaines, RH, notamment au sein du GIGN, qui doit être effectivement une expérience assez incroyable. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie dans votre parcours de vous engager dans la coopération internationale ? Lors de mon premier poste, j'ai pu voir tout le volet soutien qu'on déploie en gendarmerie nationale. Le volet soutien affaires immobilières, le volet ressources humaines, le volet logistique, le volet financier, le volet gestion d'un parc automobile. Et c'est cette expérience-là qui m'a donné en fait toutes les cordes à mon arc pour pouvoir me plonger dans un poste où le soutien est multidimensionnel. Et par ailleurs, mes compétences en ressources humaines sont également très utiles, puisque nous sommes aussi au cœur du soutien des coopérants quand on est expatrié sur ce poste. Et croyez-moi, ça a du sens d'avoir la corde de ressources humaines à son arc dans ce poste en particulier. Vous êtes donc au détachement d'appui de la coopération de sécurité et de défense au sein de l'ambassade de France au Maroc, à Rabat. Comment ça s'insère justement dans l'organigramme diplomatique sécuritaire ? Comment ça s'insère dans l'organigramme de la coopération aussi ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'il n'y a pas un seul DACSD qui ressemble à un autre. On a tous un scénario un peu particulier en fonction de la géographie des locaux, en fonction aussi de la fiche de tâche dévolue à chaque DACSD. Mais nous relevons tous d'un double chef finalement, et l'attaché de défense et l'attaché de sécurité intérieure.
Et en fonction de la composition des coopérants et des experts techniques internationaux de la coopération sur place, on est plus ou moins en lien avec ces deux chefs, mais on s'insère vraiment dans la dynamique voulue par chaque ambassade pour densifier la coopération sur le volet défense et sécurité. Alors, vous êtes, mon commandant, le premier représentant dans ce poste de DACSD que nous interviewions pour coopération. Moi, j'aimerais savoir un petit peu plus précisément, ces détachements d'appui, il y en a dans tous les postes où il y a des coopérants, ou c'est dans des endroits où il y a quand même une coopération qui est plus conséquente? Je crois que les attachés de défense et les attachés de sécurité intérieure qui nous écoutent seraient très contents si c'était le cas. Mais non, le détachement d'appui à la coopération de sécurité et de défense n'est pas présent dans tous les postes. Il me semble que c'est une jauge RH et une jauge également missionnelle qui permet de créer cette unité particulière et donc la coopération au Maroc en bénéficie. Pour être plus précis sur la partie marocaine, aujourd'hui, c'est combien de personnes qui sont soutenues? Je soutiens 7 coopérants militaires techniques et 2 experts techniques internationaux, ce qui est un effectif assez conséquent dans l'univers de la coopération, avec des missions très diversifiées, évidemment, en fonction des deux volets, sécuritaire et défense. Et la grande particularité aussi de ces effectifs, c'est qu'ils sont éclatés au niveau géographique, ce qui n'est pas souvent le cas. Je crois savoir que dans beaucoup de postes, finalement, les coopérants sont concentrés sur une ou deux villes. En l'occurrence, pour ma part, ils sont répartis sur un rectangle de 400 km de long sur 200 km de large. Donc ça amène un soutien particulier. Ce soutien particulier, ça veut dire quoi? Notamment, vous avez besoin d'avoir des contacts réguliers avec eux. C'est vous qui allez à eux, c'est eux qui viennent à vous, ça dépend? Très clairement, c'est plutôt moi qui me déplace, puisque si on devait regrouper les coopérants à Rabat, ça coûterait des deniers assez conséquents. Mais je les ai tous les jours au téléphone, pas tous bien sûr, mais le contact est quasi quotidien avec chacun pour déjà faire un point de situation sur l'avancée de leur projet et puis pour aborder toutes les questions logistiques, matérielles, financières, ressources humaines afin de leur apporter l'appui adéquat dans leur mission. Je voudrais juste faire une petite digression et revenir sur ce que vous disiez au début, mon commandant, sur votre arrivée. Comment ça s'est passé ce choix du Maroc? C'est une fiche qui a circulé et vous vous êtes dit, tiens, ça pourrait être intéressant? En toute transparence, on est venu me chercher. Et évidemment, quand on vient vous chercher pour un tel poste, il est difficile de dire non, même si j'étais dans une phase de montée en puissance de mon ancienne unité. J'aurais aimé voir les choses aboutir. Mais voilà, il y a, pour le corps des octogéennes, il n'y a qu'un seul poste en ambassade, c'est celui-ci. J'ai pas hésité très longtemps. Ce que je peux de toute façon comprendre. Alors, vous êtes, comme vous le disiez, dans un dispositif conséquent de la coopération dans un pays qui est un partenaire majeur aujourd'hui, et d'ailleurs depuis très longtemps de la France. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué quand vous êtes arrivé à Rabat dans ce poste, quand vous l'avez pris en compte? Lors de mes premiers pas, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la densité de la relation. On était pourtant dans une période de Covid et on avait de multiples actions dès le départ à mettre en œuvre avec un partenaire qui demande beaucoup, qui est exigeant et ce qui nous oblige également à être exigeants sur tout ce que nous pouvons offrir en matière de coopération à son égard. La DACSD, ça assure donc une fonction centrale dans cette gestion des coopérants militaires, des experts techniques, vous le disiez, vous en avez 2 aussi avec vous. Comment ça structure justement cette gestion, que ce soit d'un point de vue RH, d'un point de vue logistique? Qu'est-ce que fait le commandant Romaric au quotidien? Quelles sont ses attributions? Je me permets d'abord une distinction entre les experts techniques internationaux qui sont localisés au sein de l'ambassade, où il y a donc un soutien pas moins ténu, mais plus simple, et les 7 coopérants militaires techniques qui, eux, sont insérés dans des unités marocaines, qui portent l'uniforme marocain, qui sont soldés par les Marocains, pour partie. Et envers eux, il y a vraiment un soutien de proximité qui est important, d'autant plus que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ils sont assez isolés, et on ne peut pas se voir régulièrement.
Mes fonctions balayent tout le spectre du soutien, les ressources humaines, nous sommes bien sûr en lien avec DAC PPE, avec le RH de la DCSD, la logistique, avec tout ce qu'il faut pour qu'un coopérant isolé puisse travailler correctement. Hein. Ça va de la simple clé USB à du matériel informatique particulier et du matériel également au profit du partenaire quand celui-ci nous demande des éléments particuliers pour pouvoir rendre fructifiable le projet de coopération. Donc ça veut dire, si je comprends bien, vous êtes aussi en charge donc de la partie budgétaire, de la partie logistique des projets. J'avais noté une mission de chef d'orchestre, c'est un peu la tour de contrôle de cette coopération au Maroc. Vous êtes au centre de tout ça. Quels sont justement, est-ce qu'il y a des défis logistiques, notamment, enfin toute cette gestion, ça me paraît quand même une affaire très très importante. Alors, on est à l'étranger, donc effectivement, c'est pas comme si on allait dans le magasin du coin pour acheter du matériel. Il y a des procédures à respecter qui sont parfois longues et fastidieuses, et notamment quand le matériel qui doit être acquis au profit du partenaire provient de France. Mais là encore, nous avons un support, c'est la DCSD, qui met de l'huile dans les rouages pour que le matériel arrive correctement à bon port. Et nous, de notre côté, on a évidemment des démarches en termes de dédouanement de matériel à réaliser avec les services de l'ambassade. Vous avez une équipe avec vous, mon commandant ? Oui, j'ai la chance d'avoir un adjoint qui m'aide bien, puisque, comme vous l'avez souligné, c'est un dispositif conséquent et seul le DACSD ne pourrait pas fonctionner. Je lisais que vous aviez un certain nombre de projets rattachés à la mission de coopération de défense. Est-ce que vous avez des projets phares ? Non, parce qu'enfin, il n'y en a pas de plus importants que d'autres, mais 2 ou 3 qui illustrent particulièrement bien aujourd'hui les priorités dans la coopération au Maroc. Oui, je peux vous en citer effectivement 3 qui donneront un petit peu le là de la coopération franco-marocaine. Tout d'abord, un projet de coopération à la Marine royale de Casablanca, où nous avons affecté un coopérant en 2014 lors de la livraison de la FREMM, la FREMM Mohamed VI, qui a été livrée au Maroc. Et c'est vraiment le projet type que souhaite la DCSD, à savoir qu'il part d'un sujet principal, il appuie dans la prise en main d'un matériel spécifique, en l'occurrence la FREMM, et le coopérant va se diriger vers d'autres thèmes et va permettre en fait de fructifier le projet de coopération, de le rendre multidimensionnel. En l'espèce, le coopérant s'est orienté vers de l'hydrographie, de la cartographie, de la météorologie et permet en fait de s'adapter aux besoins du partenaire depuis un projet qui vit encore aujourd'hui mais qui n'est plus désormais le thème principal du projet de coopération. Et je pense qu'on est vraiment dans l'esprit de ce que souhaite la DCSD. Et à titre personnel pour le DACSD, c'est très intéressant puisque nous suivons aussi ces missions et nous permettons aussi de trouver des expertises, de débloquer des budgets dans certains volets particuliers pour accompagner le coopérant dans ces nouvelles voies. Le deuxième projet que je citerai, c'est un projet phare pour le Maroc. C'est le projet au sein de l'équivalent de l'école de guerre au Maroc, qui se situe à Kenitra, le collège royal de l'enseignement militaire supérieur. Et là, nous avons un colonel, un colonel de l'armée de terre qui est sur place et qui a pour mission principale d'ancrer notre doctrine militaire dans cette fabrique de l'élite des officiers marocains. Et là, pour le coup, c'est vraiment essentiel puisque si nous avons la même doctrine, ça veut dire que nous pouvons miser sur l'interopérabilité et on se comprend. Et le troisième projet, qui est le dernier qui a été mis en œuvre au sein du Maroc, c'est le projet Canon César, en appui de la livraison du canon César au sein de l'école royale de l'artillerie de Fès. Et donc c'est un projet qui, pour le coup, est également dans la droite ligne de ce que souhaite la DCSD, puisque le coopérant est affecté pour accompagner le partenaire dans la prise en main de ce matériel spécifique. Et l'année prochaine, ce projet se terminera, puisque le coopérant aura mené à bien sa mission. J'invite, on mettra des liens sur tout ce qui se fait au Maroc. Vous en présentez 3, effectivement, qui sont des projets importants, des projets phares. Il y en a d'autres, comme l'École royale de l'air, la coopération hélicoptère. Il y a plein de choses, effectivement, qui se font au Maroc. Vous parliez à l'instant, mon commandant, d'interopérabilité, de la formation des officiers à l'école de guerre. Il y a là-dedans un volet enseignement du français militaire.
qui est important, dont on a déjà parlé sur d'autres coopérations dans le monde. En quoi cette dimension linguistique, elle contribue à la cohérence de l'action française ? Alors, vous avez raison de souligner ce volet qui est terriblement important. C'est 20% de mon budget. Et pour nous, c'est l'adjuvant essentiel de toute coopération. Nous avons 4 projets de coopération d'enseignement du français au sein du Maroc, dans différentes unités. Et c'est vraiment un volet qui apparaît comme central. Pourquoi ? Parce que je parlais d'interopérabilité tout à l'heure, mais évidemment, si on ne parle pas la même langue, ça sera plus compliqué de pouvoir réaliser des exercices ensemble. Et il y en a quelques-uns qui se déroulent au Maroc. Et on l'a remarqué lors de la période Covid, le niveau de français a chuté au Maroc. Et on a vu que ça avait un impact sur la coopération militaire, puisque les stagiaires qui sont envoyés, les nombreux stagiaires qui sont envoyés en France sur des formations dans nos unités, maîtrisaient moins bien le français que leurs aînés. Et ça pose donc un problème de cohérence avec nos actions de coopération. Donc c'est pour nous quelque chose de véritablement très important, et on mise sur ce volet pour densifier la relation franco-marocaine. Et d'ailleurs, nous ouvrons un nouveau projet d'enseignement du français au sein de l'école de plongée de la Marine royale qui forme les commandos de marine. Comment se construit la relation humaine ? La coopération, on est bien dans son terme, et dans toutes les interviews qu'on a fait, l'humain et la relation avec l'humain est centrale dans cette mission de la DCSD. À votre niveau et dans votre perception, comment elle se construit, cette relation humaine et professionnelle avec les partenaires marocains ? Vous vous appuyez sur ce qui a déjà été fait, vous ramenez une pierre à l'édifice et puis vous préparez le terrain pour le prochain ? On a une histoire très riche sur laquelle on peut se baser, et sur les multiples relations et les multiples enjeux communs que nous avons de part et d'autre de la Méditerranée. Et puis évidemment, cela en passe par de multiples réunions bilatérales, que ce soit entre armées, que ce soit entre missions de défense ou services de sécurité intérieure et leurs interlocuteurs. Et puis évidemment des contacts formels, voire plus informels, où des liens se créent et on peut vraiment être gagné en efficacité. Évidemment, je suis aussi l'héritier de tous mes prédécesseurs qui ont pu travailler à ce que la relation se passe bien, et j'espère m'inscrire dans cette lignée pour mon propre successeur. C'est quoi les points forts, pour aller un petit peu plus loin sur ce que vous venez de dire, mon commandant, les particularités, les spécificités de cette coopération franco-marocaine ? J'ai plus ou moins dit, c'est cette densité de la relation qui est liée à notre histoire commune. Je citerai le feu Sa Majesté le roi Mohamed V, qui au moment de l'indépendance, sous l'Arc de Triomphe, au moment où tout le monde, tout un parterre de franco-marocains ou de marocains crie « Vive le Maroc », demande à son conseiller de dire à la population de dire « Vive la France ». Et en fait, cette anecdote n'en est pas une, puisqu'on base vraiment notre relation sur une amitié profonde, ancrée. Et c'est vraiment ce que je vis au quotidien avec nos camarades des forces armées royales, ou du côté service de sécurité intérieure avec la police ou avec la gendarmerie royale. Nous avons un partenariat d'exception renforcé depuis la visite du président de la République Emmanuel Macron en fin d'année 2025. C'est un élan perpétuel. On arrive sur la fin de cet épisode, mon commandant. J'ai 3 questions, des choses un petit peu récurrentes. Mais alors déjà, la première, à titre personnel, qu'est-ce que cette mission va changer chez le commandant Romaric ? Est-ce qu'il y a un avant, un après ? Est-ce que vous prenez quelque chose en plus ? Je pense qu'en général, toute expatriation est une aventure, et on n'en revient pas exactement similaire à ce que l'on était avant. C'est un enrichissement culturel, c'est un enrichissement aussi pour la famille. C'est vraiment un enrichissement personnel, et en termes professionnels, c'est gagner une dimension en fait à la vision que nous avons de notre mission en général, et le service que nous rendons à la nation par le service rendu à une autre nation. Et vraiment, c'est quelque chose que je retiens. Je pense que ça donne des compétences supplémentaires, des qualités supplémentaires. Et je suis très heureux de cette expérience. Et je sais que grâce à celle-ci, je vais pouvoir m'appuyer sur un nouveau socle à ma réaffectation en métropole.
Vous croisez un de vos camarades qui vous dit « Je suis pressenti pour vous remplacer sur ce poste. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Et est-ce qu'il y a un conseil ?» Vous allez lui dire quoi, mon commandant? Je lui dis fonce, bien évidemment, je lui dis fonce, mais je lui dis qu'il va falloir effectivement préparer cette nouvelle mission, cette nouvelle aventure, et ça passe par une discipline personnelle. Il faut s'intéresser tout d'abord à la culture du pays dans lequel on est. En l'occurrence, le Maroc, c'est assez simple puisqu'on n'est pas si loin que ça du Maroc, et beaucoup de choses nous connectent. Il faut s'intéresser, alors c'est plus difficile en revanche, à la langue du pays, mais si on parle déjà quelques mots, ça permet de... les Marocains se sentent flattés qu'on s'intéresse à leur langue particulière, qui n'est pas l'arabe classique, qui est le darija, un dialecte de la langue arabe. Et du coup, l'interlocuteur sera plus à même de se rapprocher de vous-même. Et puis, il faut évidemment développer sa capacité à être dans la diplomatie et s'armer de patience. Car si on a la montre, eux ont le temps. Et peut-être un dernier conseil, faire attention au gâteau marocain, c'est très fourbe sur la balance en fin d'expatriation. Très bien, le conseil sera passé. Pour terminer, la dernière question que je pose à chaque fois, est-ce que vous êtes un coopérant heureux? Oui. Je pense qu'une expatriation au Maroc est peut-être l'une des plus simples en termes géographiques et d'adaptation, puisque de toute façon, la langue française est une langue administrative, donc on a tout de suite des accès à beaucoup de choses que j'imagine on n'a pas forcément dans d'autres pays. Et puis les missions sont protéiformes ici, l'ambassade est très bien située et le partenaire apporte beaucoup dans la relation. Donc oui, je suis heureux. Je suis heureux de la relation avec mes coopérants, mes ETI, avec les différents services de l'ambassade. Je pense vraiment qu'on est plutôt privilégié à Rabat, même si ce n'est pas non plus la carte postale. Les journées sont longues, denses, parfois stressantes, puisque justement le Maroc est un peu la vitrine, ce qui suppose désormais beaucoup de passages, beaucoup de missions renforcées. Et donc il faut, je suis heureux et bien occupé. Écoutez, merci en tout cas, mon commandant, de ce temps consacré. Et puis on vous souhaite un bon retour sur Rabat et puis une bonne mission. Un grand merci et comme on dit au Maroc, Pslama, au revoir. Bon, et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à mettre un commentaire et puis on y répondra bien évidemment avec grand plaisir. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau coopérant. Je ne sais pas encore où nous irons, certainement, peut-être à l'autre bout du monde ou beaucoup plus proche. C'est toujours la grande aventure de la DCSD. On se retrouve très vite. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Coopération. Pour en savoir plus sur nos actions et missions, rendez-vous sur la page LinkedIn de la DCSD. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. À très bientôt.